الفضائيات بشكل آخر. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce jeudi 15 mai. Élection présidentielle libanaise, nouvel échec, place de l'Étoile, faute de quorum. Pour la troisième semaine consécutive, les députés du 8 mars boycottent la session parlementaire. Prochain rendez-vous le 22 mai. Samir Jarja, leader des forces libanaises et candidat de l'Alliance du 14 mars, propose un amendement de la Constitution pour mettre un terme au blocage en cours. Syrie, un attentat à la voiture piégée fait une trentaine de morts à un point de passage tenu par des rebelles islamistes à la frontière syro-turque. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Et à suivre également dans ce journal, en Afghanistan, le second tour de la présidentielle afghane va opposer l'ancien ministre Abdallah Abdallah à l'économiste Ashraf Ghani. Ce scrutin est considéré comme un test majeur pour le pays. Quatrième séance parlementaire donc consacrée à l'élection présidentielle. Quatrième échec d'élire le successeur de Michel Sleiman. C'est sans grande surprise que la quatrième séance parlementaire consacrée à l'élection d'un président a une nouvelle fois été reportée, faute de quorum. Prochain rendez-vous fixé au 22 mai pour une cinquième tentative. Le quorum des 2/3, soit 86 députés sur 128, n'a en effet pas été atteint. Quelques 73 parlementaires seulement ont pris place dans l'hémicycle ce jeudi. À partir d'aujourd'hui, soit 10 jours avant la fin du mandat de Michel Sleiman, les séances électorales auront lieu de plein droit, c'est-à-dire sans convocation du président de la Chambre. Nabih Berri avait convoqué les députés à une première séance plénière le mercredi 23 avril. Aucun des candidats n'a obtenu le nombre de voix nécessaires. Elle n'a donc pas débouché sur l'élection d'un nouveau président. Les deuxième et troisième tours ont tourné court, faute de quorum. Et puis, 10 jours avant la fin de son mandat, le chef de l'État a souligné la nécessité de respecter les échéances constitutionnelles. Objectif, préserver l'État des dangers qui menacent son existence, notamment l'ennemi israélien et le grand nombre de réfugiés syriens et palestiniens sur le territoire libanais. Michel Sleiman s'est par ailleurs entretenu avec le Premier ministre Tamam Salam ce matin au palais de Bravda, quelques heures avant la séance parlementaire, place de l'Étoile. Le candidat du 14 mars, Samir Jarja, qui suivait la séance à partir de Mahalab, a estimé après son report qu'un amendement de la Constitution est désormais nécessaire pour l'élection d'un président. Le chef des forces libanaises a précisé qu'il souhaite un amendement pour après le 25 mai pour que le pays ne reste pas sans président. Jarja propose dans ce contexte que le quorum requis pour l'élection soit les 2/3 des députés à la première séance, la majorité absolue à la deuxième séance et quel que soit le nombre de présents à la troisième séance. Le député Kateb, Sami Ismaïl, a pour sa part invité le chef du Parlement à convoquer les députés à des séances quotidiennes à partir de demain pour l'élection d'un nouveau président. Selon lui, certains députés sabotent exprès cette élection. Ils seront donc responsables de la vacance à la magistrature suprême. Sami Ismaïl a dénoncé la paralysie de la vie démocratique au Liban, estimant que rien n'explique ce boycott. Il a invité les députés à se présenter à l'hémicycle et à donner leur avis et celui des Libanais et qu'ils représentent. Du côté du 8 mars, le député du Bloc du Changement et de la Réforme, Ibrahim Kenaan, a déclaré que son bloc œuvre pour une solution qui consiste à élire un nouveau président dans les délais constitutionnels. Il estime que ce qui aboutit à la vacance à la présidence, c'est la non-adoption d'un candidat qualifié de patriotique et consensuel. Une référence claire au chef du CPL, Michel Aoun. Son collègue Alain Aoun a abondé dans le même sens, assurant s'il y avait possibilité d'élection d'un président, le quorum aurait été atteint. Il dit espérer un développement positif en attendant une élection la semaine prochaine, sans préciser de quel genre de développement il s'agit. Le ministre des Télécommunications, Boutros Hareb, a rencontré ce jeudi une délégation de la compagnie de télécom Orange, avec laquelle il a abordé plusieurs questions relatives au secteur de téléphonie mobile. Réaction. Nous avons eu, en tant que groupe Orange, grand plaisir à rencontrer son Excellence aujourd'hui, qui nous a
prodigué un accueil très positif et très chaleureux. Le groupe Orange a une longue histoire avec le Liban, une grande présence au Liban depuis près de 50 années, à travers notamment la société Sodetel. Et donc nous avons souhaité obtenir du ministre sa vision sur l'évolution du secteur de télécommunications au Liban. Et il nous a formulé sa vision qui est très intéressante et qui donne fortement envie de regarder de près ce qui se passe sur ce marché intéressant. Nous avons compris qu'il y avait un certain nombre de projets d'évolution du secteur de la téléphonie mobile au Liban et le groupe Orange, bien évidemment, suivra avec beaucoup d'attention ce qui se passe sur ce marché qui est très attractif et très intéressant. Sur le plan sécuritaire, une unité de l'armée libanaise s'est massivement déployée entre les régions de Dekouéné et Baochirié au Matin et a effectué des perquisitions à la recherche de suspects. Selon l'Agence nationale d'information, ces mesures ont provoqué un énorme embouteillage dans la région. Et puis, une unité d'infanterie israélienne précédée par un tank Merkava est en état d'alerte depuis ce matin au niveau du secteur de la porte de Hassan sur les hauteurs de Kfar Shouba au Liban Sud. Les forces israéliennes ont pris position face à un groupe de bergers libanais. En Syrie, près de 30 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans un attentat à la voiture piégée du côté syrien du point de passage de Bab el-Salam à la frontière turque. L'attentat a visé une zone utilisée comme parking. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Ce point de passage avait déjà été visé par des attentats. En février, une explosion du côté syrien du passage avait tué 6 personnes et blessé 45 autres dans une zone contrôlée par les rebelles islamistes engagés depuis janvier contre les djihadistes du groupe ultra-radical de Daesh. D'autres points de passage de la frontière syro-turque ont également été visés par des attaques, notamment celui de Bab el-Hawa dans la province d'Idlib, où un double attentat suicide avait fait 16 morts en janvier dernier. Dans un instant, direction la Croisette pour le lancement de la 67e édition du Festival de Cannes. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Plus de 280 personnes ont péri dans l'accident minier à Soma en Turquie, selon un nouveau bilan fourni ce matin par les autorités. Et un grand nombre de ces victimes a déjà été enterré, notamment dans la province de Manisa où s'est produit le drame. Des centaines d'employés se trouvaient dans les galeries souterraines quand une explosion a eu lieu. C'est l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire de la Turquie. Sauf miracle, le bilan des victimes à Soma devrait s'alourdir. Les autorités estiment que près de 90 mineurs sont encore piégés sous terre et que leur chance de survie est quasi nulle. Aucun mineur vivant n'a été retiré du puits ces 18 dernières heures. C'est désormais officiel, le second tour de la présidentielle afghane opposera l'ancien ministre Abdallah Abdallah et l'économiste Ashraf Ghani. Avec 45% des voix au premier tour, Abdallah est en position de force pour l'emporter à l'issue du second tour prévu le 14 juin prochain. Cette élection est la première passation de pouvoir d'un président afghan démocratiquement élu à un autre. Elle est considérée comme un test majeur pour ce pays, en partie contrôlé par les talibans, et qui plongera dans l'inconnu après le retrait des 51 000 soldats de l'OTAN d'ici à la fin de l'année. Le scrutin doit désigner le successeur de Hamid Karzai, seul homme à avoir dirigé l'Afghanistan depuis la chute des talibans en 2001 et qui ne peut pas briguer un troisième mandat selon la Constitution. La tension est toujours aussi grande en Ukraine. Les séparatistes pro-russes de la République autoproclamée de Donetsk ont fixé un ultimatum. Les troupes ukrainiennes ont jusqu'à ce soir pour quitter la région. Dans le cas contraire, ils utiliseront la force pour les obliger à se retirer. Dans la zone de Sloviansk, les combats entre séparatistes pro-russes et soldats ukrainiens se déroulent presque toutes les nuits. Ils ont fait de nouveaux blessés parmi les soldats ukrainiens. Si Kiev se dit prêt à écouter l'Est du pays, pas question de céder au chantage des séparatistes. Le pouvoir central l'a répété hier au cours d'une première table ronde. Pour tenter de mettre fin à la crise, le Premier ministre prône une décentralisation pour confier plus de pouvoir aux autorités régionales. Mais le dialogue est au point mort. À 10 jours d'une présidentielle soutenue par la communauté internationale, Moscou continue de critiquer les autorités de Kiev, parlant d'un pays au bord de la guerre civile. 21 personnes ont trouvé la mort la nuit dernière au Vietnam dans des émeutes anti-chinoises, selon un médecin local. Les médias locaux, eux, ne font toutefois état que d'un seul décès.
Pékin a accusé le gouvernement vietnamien de connivence avec une partie des manifestants qui ont saccagé des usines et des bureaux d'entreprises chinois. Ces émeutes ont débuté mardi près de la capitale Ho Chi Minh Ville et se sont étendues à 22 des 63 provinces du Vietnam. Certains sites taïwanais et notamment japonais n'ont pas été épargnés. À l'origine de cette vague de violence, le déploiement par Pékin d'une plateforme pétrolière dans une zone de la mer de Chine méridionale dont les deux pays se disputent la souveraineté. Une zone où se concentrent plusieurs navires chinois et vietnamiens. Et puis direction la Thaïlande où plusieurs centaines de manifestants ont provoqué l'interruption d'une réunion entre le Premier ministre par intérim et la commission électorale à Bangkok. Ils sont entrés par la force dans le bâtiment, contraignant le Premier ministre à s'éclipser. La réunion concernait l'organisation des élections législatives prévues le 20 juillet. Mais les manifestants, qui avaient déjà réussi à perturber les dernières élections du 2 février, réclament l'instauration de réformes avant l'organisation d'un scrutin. Plus tôt dans la matinée, une attaque a visé un camp de manifestants près du monument de la démocratie à Bangkok. 3 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées. Robe longue et smoking au rendez-vous hier soir sur la Croisette pour le coup d'envoi du 67e Festival de Cannes. Le maître de cérémonie, l'acteur français Lambert Wilson, a présenté la présidente de ce jury très attendu, composé notamment de l'actrice française Carole Bouquet et des réalisateurs mexicains Gael Garcia Bernal ou encore américain Sofia Coppola. Le cinéaste mexicain Alfonso Cuarón et l'actrice franco-italienne Chiara Mastroianni ont déclaré ouvert cette nouvelle édition dont l'affiche officielle représente le père de Chiara, Marcello Mastroianni, disparu en 1996. Cette soirée d'ouverture a également été marquée par la projection du film Grace de Monaco d'Olivier Dahan avec Nicole Kidman, un long métrage qui ne plaît pas à la principauté et qui a reçu un accueil glacial de la part des critiques. 23,79 millions de dollars, c'est le montant déboursé pour un spectaculaire diamant bleu. Considéré comme le plus grand au monde dans sa catégorie, il a été vendu aux enchères à Genève par la maison Christie's au joaillier américain Harry Winston. Ce diamant, taillé en forme de poire et appelé le bleu, a un poids de 13,22 carats. Il y a 6 mois, c'est un diamant orange, cette fois adjugé à 35 millions de dollars, qui avait eu la vedette. La demande internationale pour des diamants ne cesse d'augmenter et leurs acquisitions sont de véritables investissements. Comme certains appartements, comme certaines maisons, comme certains produits de luxe dans l'immobilier, il y a aussi un produit de luxe dans les gemmes. Et ces gemmes sont de plus en plus demandées, mais en même temps de plus en plus rares, comme des spots, comme des appartements tout à fait spéciaux ou des maisons tout à fait spéciales. Et je dois faire ce rapport pour dire combien il est important pour la personne qui va acheter ce diamant, combien il est important d'être très bien conseillé. La demande mondiale est en train de se déplacer. La quantité, les Américains étaient les plus gros demandeurs de diamants. Je pense qu'aujourd'hui, l'Asie est en train de prendre un très fort relais. Je parle de la Chine, je parle de l'Inde. Et je pense que cette région qu'est l'Asie va encore augmenter. La fin de ce journal, tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Élection présidentielle libanaise, nouvel échec, place de l'Étoile, faute de quorum. Pour la 3e semaine consécutive, les députés du 8 mars boycottent la session parlementaire. Prochain rendez-vous le 22 mai. Samir Jarja, leader des forces libanaises et candidat de l'Alliance du 14 mars, propose un amendement de la Constitution pour mettre un terme au blocage en cours. En Syrie, un attentat à la voiture piégée fait une trentaine de morts à un point de passage tenu par des rebelles islamistes à la frontière syro-turque. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Et puis en Afghanistan, le second tour de la présidentielle va opposer l'ancien ministre Abdallah Abdallah à l'économiste Ashraf Rani. Ce scrutin est considéré comme un test majeur pour le pays. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Barbery à la barre du prochain JT. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours. Bonne soirée. ليس مستقبل